bonjour, merci de nous accueillir. On est content, d'autant plus qu'on a aussi des amis du monde diplomatique à Grenoble. On organise parfois des choses en commun. Et donc merci de votre accueil. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on faisait un truc très formel ou est-ce qu'on misait sur le caractère interactif avec vos questions. On peut rebondir sur vos questions. On se demandait si vous aviez éventuellement pris connaissance de ce livre ou pas. On va partir du principe que non. On va vous expliquer, on s'est dit qu'au moins en guise d'introduction, on vous parle de la genèse de ce projet, pourquoi on l'a fait, est-ce qu'on en est content ou pas, et est-ce qu'il y a des notes d'espoir ou est-ce qu'il y a plutôt des dépressions à venir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que l'on peut faire avec ça? Donc moi, je m'appelle Richard, mon voisin, et je suis didacticien des sciences, et j'enseigne l'autodéfense intellectuelle à Grenoble, et mon camarade ici présent est maître de conf en médecine. C'est le seul maître de conf en médecine qui ne soit pas médecin. Donc il est kinésithérapeute de formation. À notre connaissance, effectivement. Et on bosse ensemble, ça fait quand même bien 7-8 ans maintenant. On torture les étudiants sur la pensée critique, la réflexion critique sur les différentes théories. Et ça, c'est un travail qui est un petit peu hors champ pour nous au départ, parce que il est né de l'envie de construire au départ une brochure. L'idée, c'était de faire une brochure pour aider les étudiants que nous étions dans le temps, qui étions absolument ignares de toute la structure de la sécurité sociale, de comment ça fonctionnait, de quels étaient nos droits, quels étaient le fonctionnement des mutuelles. Et on se rendait compte déjà à notre époque qu'on ne se soignait pas très bien de fait parce qu'on ne savait pas quels étaient les remboursements qu'on nous appliquait, quels étaient nos droits. Moi, j'étais d'une fébrilité totale vers l'âge de 20 ans, là, et c'est donc 20 ans plus tard que je me suis questionné. Et donc, je tannais mon camarade, là, qui est du professionnel de santé. Donc, je me disais, je trouverais toutes les informations chez lui, c'est lui le puits de science de ce domaine-là. Et en fait, à force de creuser, il s'est passé un phénomène, je ne sais pas qu'on pourrait qualifier de fractal, c'est un peu comme quand on regarde une côte ou un littoral, plus on regarde précisément, et plus les détails deviennent granuleux, et en fait, les formes de départ deviennent les mêmes à échelle plus petite, puis à l'échelle plus grande, c'est à peu près pareil. En fait, tout dépendait de la profondeur à laquelle on allait, et on a failli se noyer plusieurs fois, d'ailleurs, je vous le dis, on a failli se noyer devant la complexité. Alors, nous, on est bac plus 16 à 2 réunis, et on a failli se noyer. Alors, on s'inquiète pour les étudiants qui sont en première année, ou pour les lycéens, ou pour les gens qui n'ont pas les moyens de rentrer dans des sommes de travail comme ça. Et on essaie de trouver des moyens un peu simples de se réapproprier les choses, que ce soit par le jargon, par le lexique, par la façon d'en parler, que ce soit par la compréhension de comment les choses s'imbriquent. On tient à préciser nos liens d'intérêt. C'est une pratique qui est maintenant obligatoire pour les médecins, qui ne l'est pas forcément pour nous, mais nous on aime bien faire ça, parce que ça donne une grille de lecture, éventuellement, si on est financé par, je sais pas, AXA Assurance ou par Sanofi Synthélabo, ça vaut le coup. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va vous dire sera forcément fallacieux, mais en tout cas, vous aurez une grille de lecture en plus à appliquer sur ce qu'on dit. Alors moi, ça tombe bien, j'ai pas de lien d'intérêt, si ce n'est avec l'État, parce que c'est l'État qui me salarie. Et toi-même? Et moi, j'en ai un peu plus, donc j'ai les mêmes, je suis payé par l'université. Et je suis aussi conseiller national de l'ordre des kinés, ce qui fait une grille de lecture potentiellement un peu particulière, en particulier sur la déontologie. Et voilà, nos liens d'intérêt. Et du coup, pour compléter un peu ce que dit Richard, donc le départ du livre, c'est vraiment des questionnements relativement basiques sur mais il y a ça de marqué sur ma feuille de paye. En fait, ça veut dire quoi? Cote, patte, déplaf. Voilà. Et du coup, on a choisi de garder quand même ce format-là, même pour le livre. C'est-à-dire que le livre, on l'a voulu relativement accessible dans sa forme. Donc, c'est deux interlocuteurs qui discutent, qui prennent un apéritif, et l'un étant plutôt l'animateur de questions, plutôt naïf, et l'autre étant plutôt un vieux briscard de la santé, plutôt syndicaliste d'ailleurs, et qui formule des réponses avec quand même un point de vue et une forme de parti pris un peu militant. Et par contre, si initialement c'est bien Richard qui me posait des questions, moi en tant que professionnel de santé, progressivement je m'apercevais que même moi j'avais pas été formé du tout à ce que c'était, et que j'étais incapable parfois de répondre à ces questions, et que j'en avais d'autres à formuler. Donc en fait, ne voyez pas dans les deux interlocuteurs du livre Richard d'une part et moi d'autre part. En fait, on se posait tous les deux les questions et on y répondait tous les deux, avec des lectures souvent croisées pour essayer de recouper les sources, puisque c'est un livre un peu hybride, puisque c'est
C'est pas un document complètement scientifique, il y a une base de réflexion militante, mais c'est un livre pour lequel on a quand même construit l'ensemble des points de vue qu'on a avec un argumentaire scientifique et des sources qu'on a essayé de mentionner. Alors il y a une difficulté, c'est qu'avec des maisons d'édition qui n'ont pas l'habitude des publications scientifiques, c'est difficile de leur mettre 80 pages de bibliographie à la fin. Donc en fait, on a essayé de faire un compromis, mais l'ensemble des sources auxquelles on a eu recours pour pouvoir construire l'argumentaire n'est pas disponible dans le livre, mais on l'a mis en ligne et les gens peuvent aller sur un site internet consulter effectivement les sources de base. Donc chaque chapitre est à la fois presque un article scientifique, mais tourné sous la forme d'un dialogue et avec des sources qui ne sont pas présentes dans l'ouvrage. Alors c'est un dialogue qu'on a essayé de faire le plus léger possible. Donc c'est un langage relativement parlé. Il y a quelques blagues, quelques plaisanteries, il y a même quelques contrepétries cachées. Si vous les trouvez, vous gagnez un cadeau. Il y en a 2, très exactement. Et alors, quand on a attaqué ce chantier-là, déjà on a attaqué sur la version historique. Et on n'était déjà pas en mal de surprise parce que, n'en déplaise à nos affinités, on va dire progressistes, on s'est rendu compte que la construction de la protection sociale, elle n'est pas le fait que de gens de gauche, elle n'est pas, comme on le raconte parfois dans certains documentaires ou dans certaines envolées lyriques, elle n'est pas que le fait de la CGT, du PC, d'un PC fort, etc. Et il y a des contributions qui sont anciennes. Alors si vraiment on va fouiller les racines vaseuses, on retrouvera des choses chez Colbert, on retrouve des choses chez Simon Bolivar si on va à l'extérieur. On trouve des choses assez anciennes. Et on va dire que si on doit dater un peu la naissance de la protection sociale, ce sont des démarches du 19e siècle autour de ce qu'on appelait les sociétés de secours mutuels. Et vous aviez des ouvriers et des ouvrières qui se réunissaient. À Grenoble, c'était assez fort, là d'où on vient, c'était assez fort, pour se protéger, en fait, pour se protéger elle-même, avec parfois quelques ennuis à la clé. Mais c'était aussi une forme de proto-syndicat, c'était une naissance des débuts des syndicats chez des artisans plutôt très déclassés. Et puis, il faut attendre les années 1910 pour qu'il y ait ce qu'on appelait les retraites ouvrières et paysannes. Et vous aviez des gens quand même qui ont bien œuvré pour ça. Mais les arguments, ils nous laissaient toujours perplexes quand on les lisait. Je me rappelle d'un argument qui était donné par un gars grenoblois qui s'appelait Romanet, qui est le premier à avoir monté les allocations familiales locales. Il disait qu'il fallait, je cite, organisons-nous pour donner avant qu'on nous réclame par la grève. En fait, il faisait ça pas vraiment pour le bien des gens, mais pour limiter leurs ennuis, quoi, tout simplement. Puis on verra que même le modèle qu'a proposé Bismarck sur le plan économique, c'était un peu le même principe. C'était d'éviter d'avoir des ennuis, donc traiter avant d'avoir des ennuis sociaux et d'avoir des luttes sociales qu'on ne maîtrise pas. Alors je vous disais que tu me reprends quand tu as besoin, hein, Nicolas, mais on s'est rendu compte que l'on doit certaines des avancées sociales qui ont construit la protection sociale actuelle à des gens de droite, voire d'extrême droite, ou des gens qui ont été assez ambigus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut le dire, par souci d'honnêteté, un type comme Pierre Laval, par exemple, a contribué. Et ça pince un peu de le dire, mais c'est vrai, il a été le gros moteur de la loi de l'assurance sociale en 1930. Et le moteur de ça, c'était un modèle qui venait justement d'Allemagne, qu'on appelle le modèle bismarckien, parce que l'Alsace et la Moselle ayant été occupées, ils se sont imbibés de ce modèle-là, et puis quand ils ont réincorporé la France, ils ont apporté l'espèce de souffle un peu nouveau, mais qui a été... il y a eu des tentatives d'extinction de cette espèce de petit feu qui couvait. Il y a eu des professions qui ont été très très représentées dans la lutte contre ces systèmes de protection sociale. Je pense aux agriculteurs, alors c'est pour des raisons qu'on pourra revenir dessus si vous voulez, les agriculteurs, les médecins qui ont eu un rôle absolument, on pourrait dire, désastreux sur la chose, et évidemment les patrons. Voilà. Et alors il faut quand même rendre hommage à 1945, l'issue de la guerre. C'est vrai que les patrons étant fortement discrédités au sortir de la collaboration, plus un parti communiste fort, plus des gens qui opiniâtres. Il y a des gens quand même, on n'est pas trop fan des figures héroïques, mais il y a quand même des figures héroïques dedans. Hein. On pense par exemple à un gars qui est plutôt local de chez nous, là-bas, qui s'appelait Ambroise Croizat. J'espère que son nom vous dit quelque chose. En tout cas, nous, il nous disait pas grand-chose avant, et il a retracé son histoire, c'est stupéfiant. Des gens comme ça, on leur doit beaucoup. Et la légende dit que lors de son enterrement, il y avait 1 million de personnes, et on a recoupé, et ça semble vrai. C'est-à-dire que personnage oublié maintenant,
mais qui a été un grand pourvoyeur de bien-être social. Alors on a découvert, il y a plein d'anecdotes qu'on pourrait vous raconter. Pourquoi le précompte dont on parle maintenant, le fait de prélever, par exemple, les cotisations sur les salaires qui devraient se mettre en place l'année prochaine de manière un peu unilatérale. La première initiative de Zange, c'était 1930, et l'argument, quand même, il nous a laissé comme de ronds de flanc. L'argument, c'était de faire en sorte de prélever à l'avance sur le salaire les parties cotisées, parce qu'on avait peur que les gens aillent boire cette partie-là et la consommer dans l'alcool, parce que les ouvriers étaient évidemment des gros poivreaux. Donc c'était marrant de retrouver ce genre de choses. Et voilà. Et puis des choses comme des détails, mais qui sont marrants. Il faut être clair là-dessus. Par exemple, la NPE a plusieurs ancêtres, mais un des ancêtres principaux, c'est une structure qui s'appelle l'Office de placement gratuit, qu'on devait à l'Action française. Alors je pense que l'Action française, ça vous parle. Il existe encore une association qui s'appelle comme ça, Action française 2000, je crois, elle s'appelle maintenant. Donc voilà, il y a quelques découvertes comme ça qui nous ont fait un peu casser la doxa de tout est dû à des gens de gauche ou des gens socialistes type jaurétien. Non, c'est pas tout à fait si simple que ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Peut-être le fait que historiquement, tout ce qui a été construit avant la guerre, quand même, c'est des systèmes qui s'apparentent à des systèmes par capitalisation. C'est-à-dire que la personne cotisait, mais ce qu'elle cotisait lui était rendu finalement à la fin. Et là encore, on avait tendance quand même à attribuer le système par répartition plutôt au CNR et à quelque chose de post-Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'est pas tout à fait exact. C'est le régime de Vichy qui a mis en place le premier système de retraite par répartition. À une époque un peu particulière où il fallait quand même pousser une certaine partie de la population en retraite assez rapidement, parce que la France était coupée en deux, et du coup il y avait une forte problématique de chômage pour les personnes jeunes. Donc en fait il a fallu accélérer un peu le processus, et le seul moyen d'accélérer le processus a été de mettre en place un système de retraite en 42. Et là où c'est assez, c'est pour ça que c'est jamais vraiment blanc-noir, c'est que ceux qu'on retrouvait à l'origine de ce projet de loi par répartition sous Pétain, en fait, ont après quitté leur fonction et sont revenus dans le CNR pour terminer le travail, on va dire. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose, on va dire, à sauver de ce système de Vichy. Et là encore, bon, maintenant on est, pour le reste de l'ouvrage, on va dire, parti sur le modèle qu'on a gardé d'après-guerre, un modèle plutôt redistributif, puisque c'est ce qui fait quand même la beauté du système, c'est qu'on cotisait selon ses moyens et on consommait selon ses besoins, ce qui est quand même, dit comme ça, une phrase assez simple, mais relativement révolutionnaire en termes de protection sociale. Et voilà, pour la partie historique, dans les éléments qui nous ont un peu surpris. Voilà. Ensuite, on a essayé de comprendre actuellement qu'est-ce qu'il en était et comment ça s'imbriquait. Et alors là, on s'est perdu dans les caisses, on s'est perdu dans les instituts de prévoyance, dans les assurances complémentaires, les mutuelles, les assurances privées. Et on a détricoté tout ça. Et je pense que ça, c'est une part assez importante qui est facile à expliquer pour une population assez jeune, c'est que le code des assurances et le code des mutuelles, pas du tout les mêmes, et que donc souscrire à une assurance ou souscrire alors on pourra revenir dessus si vous voulez des détails, mais c'est vraiment pas la même chose. On s'est rendu compte qu'il y avait des caisses. Au départ, il devait y avoir une caisse. Le projet du CNR, du Conseil national de la résistance, c'était de faire une caisse pour tous. Et très très vite, le projet a été sabordé, donc il y a eu des caisses différentes. Et là, l'image qui nous est venue, à force de regarder depuis 70 ans, c'est l'image d'une nuée de vautours qui viennent chacun prendre un petit bout, prélever un petit bout pour des intérêts privés de tout cet édifice-là. Et donc on essaie de cibler comme ça quelques personnes morales, par exemple les assurances, par exemple les instituts de prévoyance, mais aussi dans quelle mesure les hommes et les femmes politiques, à certains moments donnés, ont eux-mêmes décidé de donner certains bouts de cette protection sociale à des intérêts privés. En fait, le mécanisme est toujours le même. Puis si vous lisez le diplôme, vous savez mieux que personne que
c'est toujours la même sauce qu'on nous fait avaler et que le public endosse généralement tous les inconvénients, les déficits, les choses compliquées. L'hôpital public récupère les personnes les plus souffrantes et les soins qui rapportent, eux, sont exfiltrés vers des structures privées et on s'en rend pas tout à fait compte. Et des fois, même dans notre comportement personnel, on se dit tiens, je vais me tourner vers cette clinique parce que parce que mon choix me tourne vers ça. N'empêche qu'en faisant ça, on prive l'hôpital. Et donc c'est tous ces mécanismes-là qui nous paraissaient importants, donc on les a détaillés dedans, et on a fait une sorte de chapitrage. Alors, il est où le chapitre? Il doit être les chapitres à la fin, je crois. Je ne les dis pas souvent, mais on a essayé de faire un maillage, si vous voulez, sur la structure, sur le financement. Le financement, c'est un sacré sac de nœuds. D'où viennent les sous? Bon, vous suivez peut-être les derniers développements sur la CSG, sur les... Et donc là, franchement, déjà, je nous ai plaint, nous, mais je plains... des gens comme mes parents, quand j'avais fait d'études et qui se retrouvent avec ça, ils sont désemparés. Donc on essaie de faire des trucs assez simples pour faire comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les flux financiers dedans, d'où ça venait, qu'est-ce qui finançait quoi, et puis comment ça fonctionnait la couverture santé. Et puis détailler le parcours de soins aussi, parce que le parcours de soins, c'est quelque chose qui est... alors on l'appelle le parcours de soins du combattant. C'est pas si évident que ça de s'y retrouver. Mais une fois posé, tout devient assez limpide. On a abordé aussi les dispositifs particuliers. On a essayé de cibler les différents risques et qu'est-ce que chaque risque pris en charge par la protection sociale a de particulier. On a parlé du 5e risque. On a parlé des établissements de santé qui ont une telle variété que c'est très facile de s'y perdre. Et puis on a tenu à faire 3 chapitres qui... Alors c'était un gros débat avec la maison d'édition. Alors, le choix de la maison d'édition, c'est une petite maison d'édition, toute petite. Alors, ça veut dire qu'on est content, on est cohérent avec nos principes politiques, de privilégier des petits flux d'informations et non pas des grosses structures écrasantes. On le paye en termes de distribution, on le paye en termes même de coûts de fabrication. Nous, un des critères pour que ce livre soit fait, c'était qu'il ne dépasse pas 20 euros. C'était une lutte quand même assez difficile. Surtout quand on a voulu rajouter 3 chapitres. Les 3 chapitres en question, ils nous paraissaient immanquables. Le premier porte sur... alors, le titre s'appelle, c'est les contraceptions. Il y a le tra, il est entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on voulait aborder la question propre aux femmes, parce que c'est un point qui nous semble important, ne serait-ce que parce que dans le soin, que ce soit dans les professionnels de santé, une majorité sont des femmes, et dans la vie d'une femme, les interactions avec les structures hospitalières ou médicales sont plus grandes que celles des hommes en moyenne. Et donc l'impact des structures de santé sur la population féminine est plus grande que celui sur la population masculine. Et donc on s'est amusé même à faire un petit truc. Vous savez qu'en ce moment, il y a la grosse question de savoir est-ce qu'il faut féminiser les textes, est-ce qu'il faut jouer ce jeu-là. Et c'est vrai que la norme étant, vous connaissez les vieilles lois, les vieilles règles de Vaugelas en grammaire, où quand on a plusieurs noms, on les accorde au nom masculin, etc. On s'est dit qu'on avait envie de... Alors au départ, on se disait, tiens, et si on féminisait tout le texte? Mais c'est vrai que ça alourdit pas mal. Alors on s'est dit, tiens, la partie qui concerne les questions des femmes et des problèmes de contraception liés à la protection sociale, et on n'a qu'à féminiser carrément ce texte-là, cette partie-là. Et donc, on a fait un petit stratagème, vous nous direz si vous lisez ce que vous en pensez. Et donc, on a fait tout un chapitre comme ça. Et ça a posé plein de questions d'ailleurs à ce moment-là. Je vous en donne quelques-unes, ça pourra permettre de rebondir. On s'est rendu compte que, par exemple, la couverture de certaines contraceptions, le taux de couverture n'est pas dépendant de l'efficacité de la méthode contraceptive. C'est quand même sidérant. Je pensais que était plus remboursé les méthodes, on était persuadé de ça. Mais en fait, on regarde, il y a des indices qui permettent de mesurer l'efficacité d'une technique de contraception. Et en fait, les plus efficaces ne sont pas les mieux remboursés, loin de là. Voilà. On a parlé des autres dépendances, on a parlé des dépendances et des aspects moraux qu'il y a parfois derrière. Pensons par exemple à la dépendance à certaines substances, type alcool ou type drogue. Et la dernière partie, qui était la plus discutée avec nos éditeurs, c'était la fin de vie. Est-ce que la fin de vie, est-ce que la mort, est-ce que nos organes, nos corps, est-ce que même notre sang ou le don d'organes, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça fait partie de la protection sociale? Est-ce que ce sont des objets, entre guillemets, qui nous appartiennent encore? Est-ce qu'ils appartiennent à la collectivité? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, c'est un chapitre qu'on a fait assez joyeux, même si le sujet est plutôt perçu d'habitude comme triste. Donc voilà la structure qu'on a prise. Alors maintenant, on peut détailler un peu. Par exemple, à chaque
chaque chapitre là qui vous a été donné, donc dedans il y a des éléments un peu marquants qu'on va reprendre ensemble pour pouvoir discuter. Par exemple sur le don d'organes, quel problème politique ça a posé récemment. Donc un des exemples qui est pris, c'est que le don d'organes ou le don du sang en France est gratuit et anonyme. Et en fait, il y a une affaire récente qui montre qu'un laboratoire pharmaceutique a attaqué l'État français pour atteinte à la libre concurrence, puisqu'ils ont fait un plasma épuré et ils ont jugé qu'en fait, il n'était pas normal de ne pas payer les donneurs du plasma, etc. Donc, c'était, on va dire, un pied dans la porte pour rendre payant. Et du coup rémunérer à la fois les donneurs, mais du coup ce qui posait un problème derrière sur le receveur aussi. Et donc l'État français n'a pas tranché la question, parce que les règles européennes semblent quand même plutôt donner raison au laboratoire. Donc il a décidé de considérer que le produit, en l'occurrence, qui est vraiment un produit issu du sang, est un médicament et plus un produit du sang. Donc en fait c'est une contorsion administrative pour ne pas avoir à répondre à la question. Mais c'est pour vous dire que sur ce genre de choses, vous voyez, il y a vraiment des tentatives de privatisation de morceaux comme ça de l'activité, de la santé. On a pris un exemple assez typique aussi sur le coût des médicaments. C'est quelque chose qui est assez faramineux sur comment se détermine le coût d'un médicament. Donc on a tendance à se dire, mais quand même, ça se justifie parce qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement, et puis du coup, ça coûte de l'argent à produire. Bon, déjà, l'essentiel de la recherche qui est produite pour faire des médicaments, il faut savoir que c'est de la recherche publique. C'est juste a posteriori de la recherche qu'on crée des structures privées qui vont aller l'exploiter. Donc le coût de la recherche, il est bien réel, mais il est déjà payé, si vous voulez. Et on a eu un cas assez typique, là, il y a pas très longtemps, sur un médicament qui était censé traiter l'hépatite C. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est effectivement des recherches faites par des laboratoires de plusieurs pays, y compris la France, qui ont permis d'aboutir à la naissance d'une molécule, on va dire. Et donc une start-up s'est construite pour développer, et puis elle a été vendue à un gros laboratoire qui s'appelle Gilead, et qui nous a produit un médicament. Alors l'hépatite C, je ne rentre pas dans le détail médical, mais c'est une pathologie grave qui n'avait pas de traitement jusque-là, et ce médicament permet effectivement de traiter l'hépatite C. Et ils ont décidé de mettre un coût de traitement qui est par exemple de 84 000 dollars aux États-Unis, qui était de plus de 58 000 euros en France. Et donc la manière dont ils ont déterminé le prix de ce médicament, c'est la première fois que ça arrivait, ils ont fait des enquêtes pour savoir combien les gens étaient prêts à donner pour pas mourir. Vous voyez, donc la manière dont on fixe le prix d'un médicament pose quand même question sur le plan moral. Et ça a quand même soulevé un certain nombre de débats. En France, par exemple, il y a eu une recommandation pour que les médecins ne traitent les patients atteints de cette pathologie que quand il était au dernier stade, alors qu'en fait, on aurait pu les traiter plus tôt, mais vu qu'il fallait absolument garder les... Et du coup, pour les médecins, quand même, le fait de changer leur destination de prescription médicale pour des raisons économiques, c'est quelque chose qui leur est difficile et pas habituel. Donc depuis, il y a eu des négociations, le prix du médicament a un peu baissé, mais on serait capable de le produire pour beaucoup moins d'argent que ce qu'on le paye. Et là où c'est assez étonnant, c'est que du coup, ça vous montre un peu la difficulté ou la complexité de la structure. Il y a des agences chargées de négocier le prix des médicaments. Et en fait, c'est ce qui fait que ce prix de traitement, par exemple, n'est pas le même si vous êtes en France ou si vous êtes en Allemagne, alors qu'a priori, le malade de l'hépatite C en France ou en Allemagne est le même, et le produit a coûté la même chose à produire, vous voyez. Donc on a comme ça des éléments qui engagent des discussions sur le plan politique, de qui s'approprie en fait la connaissance qui va permettre aux gens de se soigner. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'a construit. Alors après, sur la partie qui a été évoquée là du financement, on a aussi beaucoup travaillé nous sur la connotation des termes. C'est un point qui était vraiment crucial, parce que en discutant, on sait qu'on a des formes de cotisation qui participent au paiement. Bon, déjà, les cotisations, c'est plus si souvent qu'on entend ce terme, on entend le mot charge, donc c'est déjà pas pareil, une charge, une cotisation.
un travailleur, c'est plus un travailleur, c'est un salarié, ce qui a pas tout à fait la même connotation, vous voyez, qu'on oppose souvent à un entrepreneur. Donc, je sais pas, on a comme ça l'image d'un peu un intrépide aventurier avec un coupe-coupe, alors que l'autre fait finalement pas grand-chose si ce n'est recevoir un salaire. Donc on a travaillé sur ce genre de choses, et puis ça nous a amené vers des éléments effectivement extrêmement complexes, la CSG, la CRDS, et là, du coup, moi j'ai réappris un peu aussi l'histoire de notre fameuse dette, la dette sociale, d'où elle vient, qui la détient, qu'est-ce qu'on en fait. Et alors là, c'est quand même assez fascinant hein, de voir qu'en fait, on a titrisé la dette, c'est-à-dire que c'est devenu un produit de placement financier. En fait, on a tendance à oublier que derrière, il y avait des gens qui souffrent, en fait. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel on a un peu travaillé. Et puis, on a essayé on va dire, de démanteler les réactions assez classiques sur les politiques actuelles qu'on a. Donc les politiques actuelles, je sais pas, par exemple, on n'arrête pas de dire qu'il faut baisser le coût du travail. Alors dit comme ça, bon, c'est pas trop ce que ça veut dire. Baisser le coût du travail sans toucher aux droits des salariés. Alors là, ça commence déjà à se compliquer parce que on se demande comment ils font. Et puis du coup, on va décortiquer. Bon, il y a des cotisations patronales. Bon, bah, alors c'est vraiment le patron qui paye pour moi. Et en fait, quand on décortique tout, on s'aperçoit que le patron, lui, ce qui l'intéresse, c'est combien ça coûte tout court. Et du coup, les cotisations patronales, on aurait pu leur changer de nom, quoi, finalement. C'est juste de quelle poche à quelle poche ça part. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on a essayé de travailler sur les intitulés. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, il y a quand même un chapitre assez important sur le fameux trou de la Sécu. Alors là, nous, on n'est pas économistes, ni l'un ni l'autre, mais il nous a semblé que pour avoir un déficit, il fallait faire la différence entre ce qui sortait et ce qui rentrait. Mais du coup, ça nous a semblé assez étonnant de voir à quel point médiatiquement on se concentre que sur ce qui sort et jamais sur ce qui rentre et jamais sur ce qui fait que ça rentre pas, en fait. Parce que du coup, si on va regarder quand même les cotisations sociales qui sont dues et non payées par des employeurs et en particulier des gros groupes, en fait, il est relativement bien équilibré, notre système d'assurance maladie en l'occurrence. Alors ça, c'était un autre point aussi quand même, c'était distinguer ce qu'est la protection sociale, ce qu'est la sécurité sociale, ce qu'est l'assurance maladie, parce qu'on s'est aperçu que on faisait quand même un amalgame de tout ça assez facilement. Voilà, je ne sais pas si tu veux enrichir. Après, on donne des astuces pratiques pour, je sais pas, par exemple, c'est peut-être votre cas, mais les secteurs médicaux, c'est quelque chose qui est pas toujours très clair. On s'aperçoit qu'il y a des médecins en secteur 1, puis des fois il y a des spécialistes en secteur 2. Bon, on se dit alors c'est peut-être associé, puis non, en fait on a aussi un généraliste en secteur 2, puis on a un spécialiste en secteur 1. Du coup ça se croise, on pige plus grand-chose. Donc on a essayé d'expliquer d'où ça venait, ça, quelles conséquences ça avait. Et puis après, on a parlé des dépassements d'honoraires, on a parlé de ce genre de choses-là qu'on pourra aborder ensemble lors des questions sans aucun problème. Et voilà, grosso modo. Et puis après, encore plus compliqué que ce système-là, avec des dépassements d'honoraires. Alors, bien entendu, ce qui conduit aussi aux fameux déserts médicaux. Donc ça, c'est comme un trou de la Sécu. On a des déserts médicaux. En fait, les déserts médicaux, une vraie question, c'est comment on le calcule. Et en fait, on a des calculs beaucoup plus complexes et précis que ce qu'on nous dit. En gros, on nous dit qu'il manque des médecins. Bon, donc effectivement, il manque des médecins. Déjà, il y a une origine à ça. Hein. C'est-à-dire que la pénurie de médecins a été créée quand même. Elle a été créée sur la base, je ne sais pas si vous savez, c'est dans les années 70 qu'on a créé ça sur la base d'un article d'un économiste qui a été remis en cause depuis. C'est-à-dire que c'était la théorie du fait que plus vous augmentez l'offre, plus vous allez augmenter la demande et donc la dépense. Et en fait, tout le modèle médical et du numerus clausus est basé sur cette idée économique qu'on sait fausse. Mais c'est pas pour autant qu'on se désengage de ça. Alors là, bon, c'est dans les annonces, on va supprimer le numerus clausus, enfin, on va plutôt le mettre un peu plus tard, disons. Donc voilà, on parle aussi de ça, du fameux désert. On essaie d'esquisser des solutions pour... Des déserts. Des déserts, parce qu'il y a différents types de déserts. Tu veux en parler un peu? Vas-y. Il y a des déserts qui sont liés à l'absence effectivement de médecins,
Et puis il y a des déserts qui sont pas liés à l'absence de médecins, mais à l'absence de médecins de secteur 1 sans dépassement d'honoraires. Vous voyez, fait qu'il y a des médecins, mais chers, avec des dépassements d'honoraires assez élevés. Et pas toujours indiqués d'ailleurs. Ce qui fait qu'on a la surprise au moment de payer. Alors ils sont censés appliquer les dépassements d'honoraires avec, je cite, un tact et mesure. Voilà. Mais rien n'est précis sur ce que c'est que le tact et la mesure dans ces cas-là. Nous, on comprend bien qu'il y a des cas où si effectivement vous êtes médecin et que vous êtes réveillé à 4 heures du matin pour soigner, je sais pas moi, une angine, vous pouvez éventuellement demander un surcoût. Mais la plupart des cas, on fabrique plutôt la piscine des médecins de secteur 2 que l'on ne comble l'effort auquel il a consenti.